Le 24 avril sortait au cinéma le film probablement le plus attendu de l'année, Avengers Endgame, qui vient clore le dernier cycle des films du Marvel Cinematic Universe, et sûrement changer définitivement le visage des films Marvel désormais. Mais ici on n'est pas là pour parler de cinéma, sinon ça se saurait. Mais t'es sûr? Et Donjons et Dragons le film? Ah oui, non, c'est pas du cinéma ça. Non, et bah du coup, aujourd'hui on va vous parler de super-héros dans l'histoire du jeu de rôle. Et on était parti à la base pour revenir sur l'ensemble de celle-ci, mais c'est un domaine qui se trouve être bien plus vaste que ce que je croyais, et qui méritera bien plus qu'un simple one-shot pour en faire le tour. Autant vous dire qu'on y reviendra. En attendant, on a préféré se limiter à 3 jeux qu'on a choisis de façon totalement subjective, chez Marvel, chez DC Comics, et un petit jeu à la française pour finir tout ça. Alors one-shot numéro 9, c'est parti. Quelques années à peine après l'apparition du premier jeu de rôle en la qualité de Dungeons & Dragons, il ne fallut pas longtemps à quelques auteurs américains pour décider d'adapter les univers de super-héros si chers à leur culture. En 1977, Donald Saxman édite par lui-même le jeu considéré comme le premier du genre, Super Hero 2044, qu'il publie à 200 exemplaires. La licence est rachetée par Game Science qui réédite rapidement le jeu l'année d'après pour profiter de son succès. Quelques années plus tard, George MacDonald, un étudiant qui s'ennuyait ferme sur les bancs de son université, s'inspire alors des règles de Super Hero 2044 pour développer son propre jeu, Champions, qu'il publie via son entreprise Hero Game dès 1981. Champions s'impose sur le marché durant plusieurs années malgré une concurrence qui s'étoffe, avant qu'un mastodonte vienne renouveler le genre entre les mains du plus gros éditeur de l'époque, Marvel Super Heroes, chez TSR à partir de 1984, soit 10 ans avant Jurassic Park, ce qui n'a aucun rapport. Marvel Super Heroes est né d'une collaboration entre Marvel et TSR qui ont visiblement décidé de mettre de côté leurs différends juridiques. En effet, nous en parlions dans l'épisode 2 d'Icosaèdre, mais quelques années auparavant, TSR avait pioché sans retenue dans les illustrations des comics Marvel pour les utiliser dans Dungeons & Dragons. Aussi connu sous le nom de système Phase et Rip, en référence aux caractéristiques utilisées, Marvel Super Hero vous permet de jouer la plupart des héros de l'univers Marvel, que ce soit Spider-Man, Thor, Daredevil ou bien même Hulk, mais ne s'arrête pas là puisqu'on a aussi la possibilité de créer son propre super-héros sur mesure. Le système est relativement simple pour l'époque, et permet facilement de simuler des batailles de super-héros. La quasi-totalité des résultats se résout par l'utilisation d'un D100, un dé de pourcentage, dont le résultat est confronté à une table universelle. En gros, le maître de jeu, ici appelé le juge, vous demande de faire un jet par rapport à une de vos caractéristiques. En fonction du résultat du dé et de la valeur de votre caractéristique, vous obtenez une réussite plus ou moins efficace, rangée en 4 rangs de couleurs, blanc, vert, jaune et rouge. Et forcément, qui dit super-héros dit non seulement la possibilité de réussir des actions de façon totalement incroyable, mais aussi l'absence d'échecs critiques. En bref, dans le pire des cas, l'action n'est simplement pas réussie. Le personnage joueur possède aussi des éléments supplémentaires tels que les ressources financières ou bien la popularité, qui est obtenue via la qualité des actions effectuées. A noter que c'est une valeur qui peut passer en négatif, nous donnant la possibilité de jouer un super vilain ou un anti-héros à la Punisher. Marvel Super Heroes va longtemps rester le jeu de rôle de référence en matière de super-héros, malgré une nébuleuse de clones et de concurrents qui n'arriveront jamais à son niveau. En 1986 apparaît une version Advanced 7, puis plus tard en 1991 une édition simplifiée, la Basic 7. TSR tente à nouveau de relancer la licence en 1998 avec Marvel Super Heroes Adventure Game, très différent de leur jeu précédent, et utilisant cette fois-ci le système Saga qui avait été développé à la base pour le jeu Dragonlance. Celui-ci ne connaîtra pas le même succès et quelques années plus tard, Marvel décide de reprendre la main sur sa licence et sortir leur propre jeu de rôle, Marvel Universe, publié en 2003. Nouveau système ici, se voulant encore plus simple, par l'utilisation unique de points de ressources à dépenser pour réaliser des actions. Enfin en 2012, un nouveau jeu Marvel voit le jour, Marvel Heroic Roleplaying, chez Margaret Weis Productions, un éditeur habitué de l'adaptation des licences télévisuelles, puisqu'on leur doit aussi Battlestar Galactica, Firefly, ainsi que Supernatural, tous ces jeux fonctionnant sur le même système maison, le système Cortex. Bon bah c'est bien beau tout ça, mais nous, en France, on y a eu droit à ces jeux Marvel? Mais quasiment qu'en importation en fait. En effet, le Marvel Super Hero de 1984 a été importé et traduit par Schmidt France, un éditeur surtout réputé pour ses jeux de société. Et ses cuisines. Quoi? Ah bah si, Schmidt c'est les cuisines, hein. Ils nous ont suffisamment saoulés avec leur pub à la con. La cuisine, c'est nous. Et Gary, qu'est-ce que tu fais? Non, 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 non!
Voilà, ça, c'est fait. Revenons quelques années en arrière, alors que TSR s'impose avec son jeu Marvel. L'éternel concurrent, DC Comics, décide alors d'autoriser l'exploitation de sa licence en jeu de rôle et confie le projet à Mayfair Games qui donnera naissance à DC Heroes en 1985. DC Heroes essaye donc de pallier le manque pour les fans de l'univers DC. On peut y jouer nos personnages favoris, que ce soit Superman, Flash, Batman ou Wonder Woman, comme créer là aussi ses propres super-héros en partant de zéro. Bien que différent, le système nommé Mayfair Exponential Game System, ou MEGS, est assez old school du fait de l'époque, et on se retrouve à nouveau à devoir comparer les résultats d'un D100 ou plutôt 2D10 à deux tables, l'une pour déterminer le succès et l'autre pour connaître l'effet des actions. Les dés peuvent être explosifs, c'est-à-dire qu'on les relancera à chaque réussite critique pour ajouter des valeurs supplémentaires. Les résultats sont présentés selon une échelle logarithmique, représentant la façon dont la puissance de certains héros peut être démentielle en comparaison à d'autres. Autre particularité, et nouveauté pour l'époque, les distances, les temps, les poids, tout est représenté sous la forme de points d'attributs, attribute points, et qui se calculent pour déterminer la faisabilité des actions. Par exemple, votre force en points d'attribut moins le poids d'un objet en points d'attribut vous donne la distance en points d'attribut à laquelle vous pouvez lancer cet objet. De la même façon, le système permet ainsi de savoir jusqu'où s'envole un ennemi après un coup bien placé. En 1989, Tim Burton réalise le film Batman avec Michael Keaton et Jack Nicholson, qui marquera les esprits par son exploitation beaucoup plus sombre et gothique que ce qu'on avait pu voir jusque-là. Le film est un vrai succès, et Mayfair Games en profite pour sortir The Batman Role Playing Game, qui est une version simplifiée de DC Heroes, mais principalement orientée sur Gotham City. Batman ne sera pas le seul à avoir droit à son supplément, et c'est aussi ce qui fait une des qualités de cette édition. Le suivi était très riche. Sans revenir sur tout ce qui est sorti, on pourra citer notamment 3 ouvrages sur les Watchmen, comics largement hors série écrits par Alan Moore et dessinés par Dave Gibbons en 1986, qui révolutionna le genre à l'époque, et qui mérite largement d'être joué via l'ouvrage Watches the Watchmen en 1987, qui se déroule avant les événements du comics, puis Watchmen Taking Out the Trash la même année, plus orienté sur la politique américaine à la fin des années 60. On aura aussi droit au Watchmen Sourcebook en 1990, qui enrichit encore plus la description du background des fameux gardiens. Ces 3 livres ont d'ailleurs une véritable valeur officielle, puisque leur contenu a été rendu canon par l'aval d'Alan Moore lui-même. On pourra aussi bien sûr parler de l'Atlas of the DC Universe, véritable encyclopédie sur l'univers de DC, une vraie pépite, riche en informations pour tous les fans de DC Comics, et pas seulement les adeptes du jeu de rôle. Au passage, sachez que vous pourrez retrouver une présentation de certains de ces ouvrages sur la chaîne de Rollis TV d'ici quelques jours. Après 3 éditions de DC Heroes, la licence passe entre les mains de West End Games, éditeur célèbre pour le jeu de rôle Star Wars D6, et qui publiera en 1999 DC Universe. Puis en 2010, la dernière version en date sera DC Adventures chez Green Ronin Publishing, qui aura un suivi encore plus réduit. On notera tout de même que le système de Mayfair Games sera licencié à Pulsar Games au début des années 2000, qui sortira un clone de DC Heroes, mais sans la licence DC Comics cette fois-ci, à savoir Blood of Heroes. Cette fois-ci, par contre, aucune de ces éditions n'a eu droit à sa version française. Le genre super-héroïque est en règle générale assez sous-représenté dans nos contrées, ce qui aura pour effet de voir naître des créations bien de chez nous, au cœur même de l'Hexagone. Et notamment Hexagone Universe. Vous avez vu la transition ? Hexagone, Hexagone Universe, Hexagone Universe, Hexagone... C'est le... Bref. Hexagone Universe est un jeu de rôle français sorti en novembre 2013 aux éditions Les 12 Singes. Il a été écrit conjointement par Romain D'Huissier, qui en est aussi le chef de projet, et Laurent de Vernay. Il s'agit de l'adaptation de nombreux personnages de comics créés par Marcel Navarro dans les années 60 chez l'éditeur Lug, un éditeur spécialisé à l'époque dans l'importation de comics américains en France. L'univers Hexagone est devenu plus cohérent à l'initiative de Jean-Marc L'Officier à partir des années 90, et du fait de son inspiration directe des comics américains, l'univers d'Hexagone Comics reste assez similaire de ce qu'on peut trouver chez DC ou Marvel, tant dans sa forme que dans les archétypes de super-héros présents. C'est un jeu de super-héros français de nationalité, puisque c'est moi et Laurent de Vernay qui avons écrit la base, mais qui reprend des éléments entiers de la culture comics américaine. Peut-être que la différence qu'on peut voir, c'est que l'univers Hexagone est plus international que les univers américains. Par exemple, si on prend l'équivalent du Shield, qu'on voit notamment dans les films Marvel, qui dans l'univers Hexagone est le Clash, c'est une organisation qui dépend de l'ONU et qui ne dépend pas du gouvernement américain. De même, on a plusieurs héros africains, on a
On a quelques héros européens, donc c'est peut-être un petit peu plus global que ne peuvent l'être les comics américains, mais c'est pas centré sur la France en fait. Zembla, Omicron, l'homme d'airain sont tout autant de personnages à la fois inédits et familiers. En face d'eux se trouve une organisation du mal qui rassemble les vilains sous le nom de Crimen. Voilà, on peut difficilement faire moins subtil. Un personnage va se définir par des motivations, ce qui est souvent important pour un super-héros, des talents qui sont ses compétences, et puis ses pouvoirs, évidemment, donc qui sont de plusieurs catégories. Et puis, quand on fait une action, on prend des dés dans chacune de ces catégories. Tu peux associer une motivation, un talent, un pouvoir pour résoudre une action. Tu lances les dés et puis ils font des succès ou ils font des échecs. Et si tu dépasses la difficulté fixée en nombre de succès, tu as réussi ton action. Le point important, c'est surtout que le système est très freeform en fait. On encourage à l'inventivité, à une utilisation, on va dire, un peu originale des pouvoirs. En gros, l'idée, c'est d'avoir une certaine souplesse d'utilisation, de pouvoir mélanger ses motivations, ses talents, ses pouvoirs pour que les PJ se libèrent un petit peu d'un côté très mécanique, qui laisse libre cours à leur imagination et qui puissent reproduire les exploits qu'ils peuvent voir dans les BD autant que dans les films actuellement. Évidemment, notre culture étant différente de celle des Américains, imaginer des super-héros à la française pourrait donner quelque chose d'assez différent. Haha, bureaucrate! Tu es fait comme un rat! Je suis le Capitaine Baguette! Bureaucrate! Ta domination est terminée. Moi et mes camarades, nous avons amené toutes nos revendications. Et tu vas devoir les appliquer à la lettre. Et ce, pour l'équité et l'égalité de tous. Ah, je suis navré, monsieur Baguette, mais ça va pas être possible. Et pourquoi ça? Eh bien, croyez-moi que je suis le premier désolé. Mais pour déposer des revendications, il faut venir avec le bon formulaire, à savoir le formulaire CERFA 07 15 98, puis le déposer au bureau du service correspondant qui est ouvert le mardi de 8h à 11h et le jeudi de 13h30 à 15h28. Pensez également à venir avec les pièces nécessaires à votre identification, ainsi que les documents conformes aux critères de validité. Non, 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 non! Tu ne m'auras pas ainsi. Je ne t'amènerai pas plus de documents papier et détruire encore plus notre belle palette. Je vais faire mes inscriptions sur Internet. Haha, tu ne t'y attendais pas. Tu es fait comme un Minitel, bureaucrate. Si vous voulez, mais dans ce cas-là, il faudra passer par la procédure d'inscription. Quoi? Eh bien oui, pour déposer une revendication en ligne, il faut s'inscrire sur le site portail.gouv, puis se créer un compte sur le site du Grand Débat et demander une jonction des deux comptes. Vous pourrez ensuite télécharger les propositions au format adéquat, dont les détails sont expliqués sur les sites préfectoraux. Vous aurez également besoin de l'attestation de conformité à la Constitution qui elle est téléchargeable et disponible sur le site legifrance.net. Merci, monsieur Baguette. Sois damné, toi et tes chiennes de procédure. Il en suffit de tes sombres machinations et de ton infamie. Mes camarades et moi-même, nous sommes là. Nous allons reprendre le pouvoir. Car désormais, avec la... Alors, monsieur Baguette, je suis vraiment navré, mais il est 15h58. Nous allons devoir fermer. Rendez-vous jeudi prochain. Bonne semaine, monsieur Baguette.